Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle visioconférence, donc portée par deux cabinets partenaires que sont iPact et cabinet Equiteo. Donc merci à vous deux, à ces deux cabinets de porter cet échange de ce matin qui va durer sur 1 heure sur le sujet de comment, en tant que représentant du personnel, peser sur les négociations APC, APLV, RCC et j'en oublie une, PSE, voilà, qui risque de se conjuguer dans tous les sens, etc. Et avec quel rapport de force. Donc voilà, on a 1 heure pour discuter de tout ça et donc avec trois experts qui vont nous partager un peu leur retour d'expérience et un peu leur façon de voir un peu la situation qui est quand même pas simple. Hein. Donc, trois intervenants. Donc, Valérie Perrault, tu es responsable de iPact et donc cabinet qui est spécialisé sur tout ce qui est santé au travail, expertise en santé au travail. Et Thomas Fesneau et Yann Florence, vous êtes tous les deux. Thomas, tu es donc le cofondateur du cabinet Equiteo et Yann, tu es juriste social au sein du cabinet. Donc, vous êtes un cabinet spécialisé plus sur la partie mission économique auprès des élus et des organisations syndicales. Voilà. Donc, avant de te passer la parole, Thomas, n'hésitez pas à interagir au fil des échanges dans le module de chat ou alors dans la partie questions. Hein. Le chat, c'est un peu à la bonne franquette en mode informel et vos questions sont aussi recevables dans le chat. Et si elles sont vraiment formalisées, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions pour qu'on puisse interagir au maximum. Donc, Thomas, je te passe la parole pour un petit mot d'introduction. Merci Rodolphe, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui principalement du dispositif d'activité partielle de longue durée. Donc je vais rappeler d'abord le contexte de ce dispositif, de sa mise en place, et puis le déroulement de la conférence, des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Il existe dans le Code du travail des dispositifs pour faire face aux situations économiques adverses, des dispositifs pour lesquels la représentation des salariés a un rôle à jouer. Donc on a le plan de sauvegarde de l'emploi, le PSE, qui est connu, dont tu as parlé Rodolphe. On a l'accord de performance collective, on va appeler APC. On a aussi la rupture conventionnelle collective, la RCC. Et donc ces deux derniers là sont moins connus que le PSE. Et puis enfin il y a l'activité partielle ou le chômage partiel, donc qui a émergé pour faire face à la crise sanitaire. Donc ce dispositif, il existait déjà, il a été étendu en urgence de façon à ce que les entreprises ne se retrouvent pas en mars en cessation de paiement suite au confinement où tout s'est arrêté ou presque. Et comme on l'a vu, plusieurs millions de salariés ont été indemnisés par l'État. Les pays européens ont tous adopté ce dispositif de chômage partiel et ça, c'est assez nouveau parce que en 2008, par exemple, il n'y avait que l'Allemagne qui avait mis en place ce dispositif, ce qui a été préjudiciable aux économies européennes à l'exception de l'Allemagne. Et donc, en mars, là, il a suffi pour les entreprises d'aller au guichet, de demander le paiement des salaires à la place de l'employeur, sans aucun contrôle a priori. Et donc, on a vu quelques petits écarts à la règle qui ont été observés par la suite. On en parlera tout à l'heure parce que sans doute que un des rôles des partenaires, des IRP, ce sera d'avoir un rôle de contrôle parmi tous les autres. Voilà, donc 10 ans après la crise de 2008, on voit bien la différence de santé économique entre l'Allemagne et les autres économies européennes. Et donc, c'est certainement lié en grande partie ce dispositif de chômage partiel, en tout cas de mon point de vue. Après cette crise sanitaire, on voit bien qu'elle n'est pas terminée, même si elle est beaucoup moins prégnante pour le moment en Europe. On voit que ça redémarre par endroits et que on a des autorités qui alertent sur un possible redémarrage. Et donc, probablement que ces effets, en tout cas économiques, ils vont produire leurs effets pendant plusieurs années à des degrés divers suivant les secteurs. Donc c'est pourquoi il a été voté fin juin
une loi sur l'activité partielle de longue durée, donc là on va l'appeler l'APLD, hein, pour activité partielle de longue durée, pour faire face à une baisse d'activité importante et durable. C'est-à-dire que là, l'économie s'est arrêtée pendant 2 mois et demi, mais sauf qu'elle repart, plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement sur les secteurs. Donc l'intérêt principal de ce dispositif, hein, c'est de conserver un lien entre les salariés et l'entreprise sur une période qui peut aller jusqu'à 24 mois et donc bénéficier d'un maintien dans l'emploi. Bon, ce lien, il nous paraît essentiel, hein, pour les entreprises, pour que les entreprises conservent leur intégrité, c'est-à-dire un modèle économique, une organisation et des compétences, de façon à rebondir au fur et à mesure au fur et à mesure de la reprise d'activité. Et c'est bien ça qui a été problématique en 2008, c'est-à-dire que sans ce dispositif, les entreprises ou des entreprises ont fait faillite. Et au moment de la reprise de l'activité, il n'y avait plus les entreprises pour capter cette demande. Et du coup, elle s'est déportée en Allemagne notamment. Mais contrairement au dispositif d'activité partielle mis en place en urgence au mois de mars, celui-ci, celui qui a été voté au mois de juin, pour durer 24 mois, il implique plus nettement, en fait, il donne un rôle plus important aux représentants du personnel. Alors, on suppose que ce dispositif va être massivement utilisé. Je pense que c'est pour ça qu'on a choisi ce thème aujourd'hui, parce qu'on aura des conséquences économiques qui vont durer. Donc, il me semble que les représentants des salariés doivent connaître et appréhender ce dispositif. Donc, on notera tout d'abord que cette loi, elle a été complétée, ou elle va être complétée par un décret. Pour l'instant, on n'a que un projet de décret. On n'a pas le décret définitif. Donc, on va discuter d'un dispositif qui n'est pas encore finalisé. Après, est-ce qu'il va beaucoup changer ou pas, on ne sait pas, mais probablement pas. Enfin, bon, je ne vais pas m'avancer, j'en sais rien du tout, en fait, puisqu'on a aussi changé de ministre du Travail entre-temps. Voilà, dans l'état actuel de dispositif, donc on a des montre des limites, des zones d'ombre, donc qu'on va examiner tout à l'heure. Et puis on notera ensuite que c'est l'employeur, hein, qui décide du dispositif qui va être appliqué, hein, APC, RCC, APLD ou PSE, suivant la situation de l'entreprise, et que ce choix il s'impose à la fois aux salariés et à leurs représentants. Donc, c'est principalement ce dispositif d'activité partielle dont on va parler ce matin. Et l'idée, c'est de savoir comment vous, en tant que représentant du personnel, vous pouvez agir, sachant que l'orientation de toutes les formes récentes du Code du travail donne la primauté à la négociation, donc aux organisations syndicales, dans un contexte que vous connaissez où le rapport de force il est très déséquilibré, hein, entre les salariés, entre les représentants des salariés et l'employeur. Au bénéfice de l'employeur, hein, bien évidemment, qui dispose à la fois d'un pouvoir décisionnel, d'informations privilégiées, de moyens financiers, de moyens juridiques et de ressources humaines nettement plus importants que les organisations syndicales ou le CFE. Donc nous allons rappeler dans un premier temps les principales caractéristiques des 4 dispositifs dont on a parlé. Et ensuite, nous poserons la question très pratique du calibrage du dispositif de l'activité partielle de longue durée et ces impacts que ça peut avoir sur les conditions de travail. Donc, ce sera aussi bien le choix des salariés qui seront en activité partielle, donc sur quels critères on va faire ce choix. On parlera également de l'éloignement du travail et de l'entreprise, du collectif éclaté, de la rémunération et de l'évaluation des salariés, parce que ça, c'est pareil, ça va avoir une influence importante sur la vie de ce dispositif. Et puis, comment le calibrage du dispositif évolue dans le temps et au fur et à mesure de la reprise d'activité. Donc, tout ça, c'est pas indiqué ni dans la loi, ni dans le projet de décret. On abordera ensuite la question de la performance économique de l'entreprise, qui est souvent quasiment exclusivement vue sous le prisme de la masse salariale, et on oublie les autres dimensions de la compétitivité la plupart du temps, c'est-à-dire un position de marché, des orientations stratégiques claires, l'investissement et la formation. Et puis, donc on voit bien que ces questions de conditions de travail et de performance économique montrent que
traverser puis sortir de cette situation de sous-activité se résume pas simplement à fixer le taux d'activité partielle, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, nous vous suggérons enfin d'aborder le rôle et la place du CSE et des organisations syndicales dans la mise en place de ce dispositif, et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire les délais de négociation et de consultation, l'accès à l'information et les outils à la disposition des organisations syndicales et du CSE, dont notamment l'accès à l'expertise, la communication aux salariés, le contrôle et le suivi du dispositif au cours du temps, et pour sa mise en place éventuellement un accord de méthode. Donc on va faire en sorte de conserver du temps pour cette dernière partie. Donc je nous suggère à nous tous d'être relativement concis quand même sur nos premiers thèmes pour pouvoir ouvrir le débat avec vous qui nous regardez, vos questions que Rodolphe va prendre en compte. Et puis, donc ça fait un programme chargé, mais on va essayer de le tenir. Donc, dans un premier temps, je passe la parole à Yann, qui va nous rappeler les principales caractéristiques des 4 dispositifs dont on a parlé, déjà pour y voir un peu clair, pour savoir quel est le rôle de chacun, donc le PSE, l'APC, la RCC et la PLD. Merci Thomas, bonjour à tous. Donc un exercice un petit peu d'équilibriste, donc effectivement ça va être quelques rappels très sommaires puisque le temps nous est compté sur 4 dispositifs qui, comme l'a rappelé Thomas, finalement en fait répondent à des problématiques, il y a des contextes différents. Il s'agit effectivement pour ces 4 outils qui ne sont pas en liste exclusive, mais ils vont être les 4 outils principaux, permettant effectivement à des directions d'entreprise de pouvoir en fait mettre en place des réorganisations, des restructurations. Il faut les comprendre comme étant effectivement des outils juridiques, des véhicules juridiques permettant effectivement de répondre à des objectifs. Donc si on reprend en fait le PSE, donc PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, qui est effectivement extrêmement connu, mais à la fois aussi victime de son succès et parfois méconnu même dans ses grands principes. Au niveau en fait des entreprises concernées, on n'est pas sur toutes les entreprises. Dans le cadre d'un PSE, en fait, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés qui vont mettre en place effectivement un projet de licenciement de plus de 10 personnes sur une même période de 30 jours. On a quand même 2 conditions cumulatives effectivement pour pouvoir mettre en place ce PSE. Le contexte économique d'un PSE, c'est effectivement de pouvoir se restructurer en règle générale dans un délai relativement contraint et mettre en place effectivement des licenciements pour arriver très rapidement à une organisation cible avec un effectif cible. Là, on est dans un motif économique qui doit être, nous dit le législateur, effectivement être avéré, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place ces licenciements dès l'instant où je peux justifier de difficultés économiques ou effectivement de mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de ma compétitivité ou bien évidemment en cas de cessation d'activité. Voilà le contexte économique pour la mise en place d'un PSE. Alors, sur les modalités de mise en œuvre d'un PSE, vous avez effectivement une double possibilité. Donc, vous allez avoir la possibilité de mettre en place ce PSE, donc ces licenciements afférents, dans le cadre soit d'une négociation d'un accord, ou en cas d'échec des négociations, dans le cadre d'un document unilatéral établi par l'employeur. Donc, à chaque fois, dans le cadre du document unilatéral et dans le cadre effectivement de l'accord collectif, vous avez un certain nombre de clauses obligatoires, donc je vais pas effectivement en faire une liste exhaustive ici, mais parmi lesquelles, de toute façon, c'est pour schématiser un petit peu, c'est de prévoir l'ensemble effectivement du nombre de licenciements en passant par une mesure d'accompagnement en termes de reclassement interne, externe, et éventuellement la discussion autour d'indemnités éventuellement supra-légales ou supra-conventionnelles. Vous avez une petite particularité dans cette procédure, donc c'est qu'effectivement vous allez avoir à la fois donc cet aspect négociation avec les organisations syndicales, mais exclusivement dans ce cadre-là avec les organisations syndicales, et en parallèle une information consultation du CSE sur des rôles bien déterminés, où le CSE lui va pouvoir agir effectivement sur les tenants et les aboutissants du projet en termes d'organisation, en termes effectivement d'économie attendue et de pertinence finalement de l'opération projetée. Cette procédure. Et de conditions de travail aussi. Et de conditions de travail, bien évidemment.
Bien évidemment. Et puis, vous allez avoir, donc, dans le cadre de cette procédure, c'est une procédure, on va dire, entre guillemets, sous tutelle de l'administration, une tutelle qui va effectivement être à géométrie variable, en sachant que, voilà, l'administration, en cours de procédure et en fin de procédure, a la possibilité d'intervenir, en sachant qu'en fin de procédure, effectivement, elle va vérifier si effectivement, dans le cas d'un document unilatéral, l'ensemble des conditions et la régularité de la procédure sont réunies et décider de l'homologuer et dans le cadre d'un accord, procéder ou pas à sa validation. Tant qu'on n'a pas d'homologation ou de validation de la part de la directe, impossibilité de mettre en place son PSE. Voilà schématiquement. Et une fois que le PSE, bien évidemment, est homologué ou validé, l'employeur va pouvoir mettre en place des licenciements pour motif économique suivant un calendrier qui aura été déterminé. Voilà schématiquement pour le PSE. Il t'en reste 3, Yann. Comment? Il t'en reste 3, Yann. Oui, bon, j'ai peut-être été un peu sur le PSE. Excusez-moi de dire qu'à ce niveau-là, sur le PSE, le cadre légal permet quand même au PSE, aux organisations syndicales, de se faire accompagner par un expert. Donc ça, c'est important parce qu'on va voir ces différences pour les. Alors, rupture conventionnelle collective. Donc, c'est un véhicule juridique qui est apparu avec les ordonnances Macron qui permet finalement, par rapport au PSE, de se, on va dire, restructurer à froid. Alors qu'un PSE, on va dire que c'est à chaud. Donc, on a peut-être possiblement un peu plus de temps pour gérer ses effectifs et voir son sureffectif pour une direction. Et la possibilité, effectivement, de toute façon, de mettre en place cette réorganisation, mais que sur une base volontaire. C'est véritablement une grosse distinction par rapport au PSE. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une organisation cible, mais par contre, pour arriver à cette organisation cible, dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, ça ne peut passer que par le volontariat. Donc, on exclut la rupture conventionnelle collective dans un contexte, par exemple, de fermeture de site, puisque par définition, une fermeture de site imposerait au bout du bout des licenciements et donc il n'y aurait pas de consentement véritable, éventuellement un départ volontaire dans ce cadre-là. L'autre différence, c'est que toutes les entreprises peuvent être concernées par une rupture conventionnelle collective. Contrairement au PSE, plus de 50, etc. Donc, ce qui veut dire que la négociation peut être menée par des organisations syndicales, si j'en ai effectivement dans l'entreprise, mais également peut être mis en place dans le cadre des modes dérogatoires de négociation. Donc, éventuellement, pour les entreprises de moins de 11 salariés ou jusqu'à 20 salariés sans CSE, ça peut être sur la base d'un projet de l'employeur ratifié par référendum aux 2/3 du personnel. Voilà. En sachant que ça passe obligatoirement donc par cette forme, on va dire, négociée, avec là également un certain nombre de clauses obligatoires, donc qui vont préciser le nombre effectivement donc de départs envisagés, la période sur laquelle s'étalent ces départs, les conditions de ce départ avec les modalités d'accompagnement, etc. Et puis, en fin de procédure, vous avez donc l'intervention de l'administration qui va un petit peu regarder le projet qui est soumis et qui va décider ou non de le valider. Donc, regardez si effectivement l'ensemble des items sont bien là et si l'ensemble des obligations légales ont bien été respectées. Valider, possibilité de mettre en place donc la rupture conventionnelle collective qui débouche non plus sur des licenciements pour motif économique, mais sur des départs volontaires qui font l'objet en fait d'une convention signée entre chaque salarié volontaire et l'entreprise, donc une rupture d'un commun accord, mais qui donne également droit à l'assurance chômage. Le troisième véhicule, pour aller très vite, c'est l'accord de performance collective. Alors, l'accord de performance collective, lui, répond à un contexte un petit peu particulier. Le législateur, dans son préambule et son introduction, vient nous dire que ça doit permettre à une entreprise de pouvoir s'organiser et de répondre éventuellement à des fluctuations d'activité. Alors, on pense bien souvent inévitablement à la baisse d'activité, mais le législateur l'a aussi conçu éventuellement pour répondre à une augmentation d'activité. D'où éventuellement après derrière l'obligation qu'il y a derrière cet accord de performance collective, c'est de préserver ou éventuellement de développer l'emploi. Ne pas oublier effectivement qu'on pourrait imaginer effectivement des accords offensifs dans ce cadre de l'accord de performance collective, même si effectivement l'actualité démontre que la majorité ou la très grande majorité des accords qui sont signés sont plutôt à vocation défensive. En sachant que là également, donc c'est toute entreprise qui peuvent être concernée, donc éventuellement même les toutes petites entreprises, sans représentation syndicale dûment établie. Donc voilà, c'est à prendre en considération.
C'est là également, en fait, la voie privilégiée, c'est encore une fois l'accord. Hein, c'est-à-dire qu'on doit aboutir dans le biais des négociations. Donc, sur la base, au préalable, d'un diagnostic de la situation de l'entreprise, de déterminer dans quelle mesure, éventuellement, on va aménager. Alors, on peut aménager un certain nombre de choses, hein, puisque l'ensemble des thèmes ne sont pas exhaustifs, mais le législateur nous dit que dans le cas d'un APC, on peut aménager le temps de travail, la durée de travail, on peut aménager également les rémunérations, tout en respectant les minimums hiérarchiques, mais il n'y a pas de garantie éventuellement de maintien de rémunération. Et troisième item qui est souvent effectivement utilisé dans le cadre des APC, c'est la possibilité également d'aménager la mobilité géographique ou professionnelle interne des salariés. En sachant qu'on peut mixer ces trois thèmes pour arriver avec des accords qui, voilà, dans un contexte très très particulier, éventuellement de chantage à l'emploi, ce sont des outils quand même extrêmement, on va dire, délicats à manier, qui peuvent amener effectivement une régression assez notable du statut social. Pourquoi? Parce qu'une fois que cet accord est signé, alors là, j'ai aucun contrôle de l'administration, tout se déroule au niveau de l'entreprise. Une fois que cet accord donc, est signé, rentre en vigueur, les salariés qui sont concernés potentiellement par cet accord-là voient éventuellement s'appliquer de facto les clauses qui ont été négociées au niveau collectif et peuvent s'imposer à des clauses contraires dans leur contrat de travail. Donc, notamment en termes de rémunération, notamment en termes de qualification, notamment en termes de mobilité. Vous êtes effectivement sur un site dans le sud de la France, on pourrait très bien vous demander, sans limitation, d'aller travailler dans un site au nord de Paris. Donc voilà, ça peut avoir des incidences très très importantes, en sachant que le salarié a quand même, entre guillemets, le choix de pouvoir refuser, éventuellement, ce qui lui serait imposé par cet accord collectif, en sachant que s'il refuse, son licenciement peut être prononcé, mais on serait dans un licenciement, on va dire, sui generis, c'est-à-dire le terme un petit peu barbare, on dit en fait, c'est un licenciement, on ne sait pas trop comment le qualifier, qui répond à son propre genre, c'est une cause réelle et sérieuse, en tout cas, c'est pas un licenciement pour motif économique. Voilà. Et puis quatrième outil, effectivement, donc l'APLD, donc l'activité partielle de longue durée, qui a changé donc entre la loi du 17 juin et puis déjà le projet de décret qui a changé un petit peu de terminologie. Globalement, là, le contexte, c'est toute entreprise également qui peut être concernée. On va être sur une baisse durable d'activité au niveau de l'entreprise à laquelle, en fait, on va devoir faire face. Comme l'a dit Thomas, c'est de permettre à travers ce dispositif d'avoir un petit peu, entre guillemets, l'idée d'un retour à meilleure fortune, c'est-à-dire faire un petit peu le dos rond pendant cette difficulté, on va dire, passagère, mais qui peut aller jusqu'à effectivement 2 ans, mais maintenir le lien à l'emploi des salariés pour à la fois être gagnant-gagnant pour une entreprise de garder éventuellement ses compétences et un salarié, effectivement, pendant cette période-là, de maintenir un lien au travail et éventuellement de pouvoir développer des actions de formation. Petite particularité, c'est que ça ne peut pas s'appliquer dans tous les contextes, cet APLD, c'est que de toute façon, ça doit être limité à une baisse d'activité, alors salarié par salarié, mais on entendra effectivement des précisions par rapport à ça, une baisse d'activité de maximum 40% de son volume horaire, sauf éventuellement dérogation dûment justifiée auprès de l'administration. À travers ça, donc là également, le modus operandi, c'est la priorité et exclusivement d'ailleurs, à la négociation et à l'accord d'entreprise. L'APLD ne peut être mis en place effectivement que par un accord d'entreprise, sauf si vous avez un accord de branche étendu qui permettrait d'être complété par un document unilatéral de l'employeur. En sachant que là également, vous allez avoir un certain nombre de clauses obligatoires, dont effectivement, on reviendra peut-être un peu plus en détail par la suite, mais voilà, on a un projet de décret qui globalement prévoit à minima de toute façon effectivement les salariés concernés, les activités concernées, la durée d'application de l'accord et bien évidemment des engagements en termes de maintien de l'emploi ou en termes de formation professionnelle. En sachant que là on aura in fine un contrôle de l'administration, c'est-à-dire là également en fait une validation en cas de dépôt d'un accord auprès de l'administration et une homologation, c'est-à-dire un contrôle un petit peu plus poussé en cas de document unilatéral qui comporterait un accord de branche étendu. Voilà. Merci Yann pour le panorama. Il y a 2 petites questions peut-être qui te concernent. La première, alors c'est un rappel, quelqu'un qui demande les délais préfixes sur le PSE. Donc, Alors, délai préfixe sur le PSE, effectivement, on va avoir 3 délais préfixes. Alors, 2 mois en délai préfixe quand tu es à moins de 100 licenciements projetés. Entre 100 et 249, tu passes à 3 mois. Et au-delà de 250, on va partir de 250 licenciements projetés, on passe à 4 mois au délai préfixe. Entendu. Et tu as une deuxième question? Non, rien. En fait, c'est
Mathieu, en fait, je demandais s'ils étaient concernés du coup par un PSE, mais il peut répondre que par écrit. Ah oui. Et il y avait une deuxième question concernant, tu parlais de la place de la négociation, et Thomas en parlait aussi en introduction, de la place importante de la négociation dans tout ce qui sous-tend l'ensemble de ces dispositifs. Et la question est posée, c'est par Franck Piget, c'est dans quelle mesure l'accord majoritaire imposé, une forme de cojection sous contrainte, est-ce que c'est un progrès ou un affaiblissement de la liberté de négociation, cette forme de cojection, le côté accord majoritaire avec une représentativité qui est interrogée des deux côtés? Oui, tout à fait. Alors ça, pour répondre à ce type de questions, ça va être extrêmement compliqué. En tout cas, effectivement, ce qu'on voit, c'est que la tendance, elle est sur ces dernières années et avec une accélération depuis 2016, c'est la primauté à la négociation d'entreprise pour pouvoir adapter les règles au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant, effectivement, au niveau des entreprises, déroger sur un certain nombre de sujets à des normes supérieures. La difficulté de ça, c'est qu'effectivement, il faut être plutôt bien armé et être en situation de pouvoir bien négocier, parce que le côté effectivement pervers de cette négociation de proximité, c'est d'être aussi sensible à une certaine pression, une forme de pression, une forme d'impréparation ou un manque de moyens par rapport à une direction qui, elle, a des moyens supplémentaires. Et puis, effectivement, la question du chantage à l'emploi qui revient assez régulièrement, notamment dans le cadre des accords APC, et qui pourrait revenir également dans le cadre des accords APLD. Entendu. Merci. Il y a deux autres questions au cœur du magasin. Oui. Je dis ça peut être un problème, mais effectivement, on sait très bien comment se passe une négociation dans les entreprises, et c'est une négociation protéiforme, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu plus de levier de négociation et du poids dans le cadre des entreprises bien structurées, d'une certaine taille, avec une représentation, enfin, on va dire, aguerrie. Alors qu'à l'inverse, dans des petites structures, puisque vous l'avez vu dans la présentation schématique, sur certains 3 désaccords sur les 4 dispositifs présentés, c'est toute entreprise. Donc là, on peut se retrouver effectivement avec des entreprises de moins de 10 personnes qui vont finalement devoir avaliser un document qui est présenté par un employeur, sans avoir aucun moyen, je dirais, pour le mettre en question ou le mettre en doute. Entendu. Valérie, il a été largement question de la PLD avec la notion de chômage partiel, et Thomas en parlait, la difficulté, l'exigence de calibrage du volume d'activité. Dans quelle mesure, toi, en tant qu'EPAC, cabinet qui est spécialisé sur la santé au travail, c'est l'occasion et c'est l'opportunité d'activer vraiment un véritable levier sur l'analyse du travail, sur la notion de travail réel par rapport au travail prescrit, dès lors que les entreprises vont mettre sur la table la notion de chômage partiel, le mettre d'ores et déjà, mais dans le cas a fortiori dans le cas d'un accord un APL, j'ai du mal avec APLD. Merci de me donner la parole. Je vois qu'il y a une question là sur la consultation du CSE par rapport à ces accords négociés. C'est une très bonne question pour laquelle on va intervenir tout de suite après. Moi, j'ai des doutes, parce qu'on voit bien que quand on est dans une situation de crise de l'emploi et qu'il faut sauver l'emploi avant tout, la question des conditions de travail et de la santé au travail, ça passe un peu à la trappe. Tant qu'on est dans le cadre d'une consultation, et on voit bien dans le cadre des PSE, où on reste dans un objet de consultation qui doit aborder tous les champs et même la santé au travail, parce qu'il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent, c'est que déjà dans le cadre des PSE, on a souvent des difficultés à avoir de la visibilité sur l'organisation cible, sur les risques en matière de charge de travail, du transfert de compétences, parce qu'il y a aussi un manque de visibilité sur ceux qui vont partir. Et on comprend bien la difficulté des fois d'anticiper qu'en fonction des départs, on n'aura pas les mêmes paires de compétences, on n'aura pas les mêmes problématiques. Donc, c'est déjà le PSE qui permet aux représentants et aux OS d'avoir une visibilité avec une intervention d'un appui extérieur, d'un expert en amont. Et après, il y a toute la question du suivi et de l'accompagnement qui reste vide juridiquement et qui est à construire. Et là, on voit bien que pour ces nouveaux objets qui relèvent de la négociation avant tout, c'est comment les équipes de négociation, elles vont porter dès le départ la question de l'articulation, de la préservation de l'emploi, des compétences, du taux d'activité partielle avec les impacts de conditions de travail au plus près des réalités de travail. On sait bien que plus la négociation elle est centralisée dans les entreprises de taille importante, plus on a une difficulté d'avoir une réelle vision
de la réalité des situations de travail et des tâches et des activités. Nous, on vient du centre de travail et on sait bien que entre l'activité prescrite qu'il y a sur votre fiche de poste et ce qu'on dit du frère et la réalité, il y a des tas de tâches qui sont invisibles et qui vont marcher la boutique. Et ça, on s'en rend compte quand ces tâches elles sont supprimées, délocalisées, ou quand les salariés qui les occupent, eh ben, les postes sont supprimés. Donc là, il y a un vrai sujet à intégrer tout de suite dans la négociation. Alors, c'est bien la difficulté, on l'a bien vu dans cette période de crise. L'activité partielle, elle a été décrétée et le CSE, il a été consulté a posteriori. Il y avait des suivis qui se faisaient souvent toutes les semaines dans les CSE parce que le taux d'activité partielle était prévu, il n'était pas vraiment corrélé à la charge de travail. On peut avoir une baisse d'activité, une baisse de commande et avoir beaucoup de boulot à côté. Demander aux équipes informatiques, demander aux services clients pendant la période de confinement. Il y a des gens confinés en télétravail, isolés, qui ont bossé énormément, qui sont épuisés, qui leur conditions sont dégradées, du point de vue matériel. On n'est pas tous fait la même chose dans les histoires. Mais donc, ces questions-là, il a fallu parler au plus préfet. Il faut avoir un retour d'expérience sur l'activité partielle et la poursuite de l'activité et la réalité de ces études pour, dans le cadre de ces négociations de la longue durée, ne pas conduire à avoir des gens qui vont travailler toute leur activité partielle, face à la trace, il y a des invisibles là-dessus, des suivis d'accompagnement, et de ne pas conduire à exclure des salariés du collectif de travail. Si on a des salariés qui disent que tel salarié, il prend 30%, tel autre à 80%, ça peut être très différent. On s'entend plus. Ouais, ton micro, il est coupé. Ah oui. Valérie, excusez-moi, ce que je te disais, j'avais coupé mon micro. Il n'y a pas un problème avec ton micro parce que moi, en tout cas, je t'entends pas super bien. Tu peux peut-être rapprocher de ton ordinateur, non, quelque chose comme ça. Je suis désolée parce que moi, vous m'avez entendu, j'espère, quand même. Ça devenait moins bien. Mais vas-y. Non, ça va. Donc voilà, donc il y a des vrais sujets. Il faut, moi je pense que pour revenir à l'accord de branche, je ne sais pas les branches qui vont se réunir cet été au mois d'août pour négocier des accords. Ça peut être un cadre protecteur, comme ça peut être une contrainte. C'est toujours la problématique. Mais la négociation dans l'entreprise, c'est effectivement, elle ne prévoit pas le véhicule juridique ne prévoit pas d'accompagnement, de recours à l'expert, dans une consultation du CSE et d'un PSE. Donc ça aussi, c'est à construire par peut-être, on va en parler rapidement, d'avoir un accord de méthode pour bien vérifier déjà l'objet, le motif, qu'est-ce qui fait qu'on choisit tel ou tel dispositif, et puis de comment on passe en revue. Alors, dans le PSE, on va en parler ça, Valérie. Voilà. Ouais. On connaît les catégories professionnelles dans le PSE, mais dans l'activité partielle, moi, le retour que j'ai eu des salariés des CSE confinés qui ont été réunis pour l'activité partielle en information, c'était unilatéral de décider telle fonction, tel poste de travail qui se voyait à 20, 30, 40%. Souvent, ces postes-là, ces fonctions travaillent avec d'autres qui étaient à 100%, mais qui se retrouvaient surchargés parce qu'ils n'avaient plus leur appui, parce qu'ils ont des fonctions support. Ça a été très compliqué avec aucune prise des représentants du personnel. Bon, on était dans un contexte particulier. Entendu. Valérie, mais actuellement, est-ce qu'il y a potentiellement une opportunité, justement, sans précédent peut-être, d'interroger le travail? Parce que c'est le côté groupe d'expression sur le travail, ça fait des années qu'on en parle, ça végète gentiment dans les entreprises avec des directions qui peinent à le porter, des organisations syndicales qui ne sont pas forcément les plus promptes à vouloir le porter dans les conditions telles qu'elles sont présentées, etc. Dans quelle mesure là, il y a quelque chose peut-être à inventer pour interroger le travail? C'est des grands mots, ça, ou est-ce qu'il y a matière à faire quelque chose là-dessus? C'est le moment. Interroger le travail, ça fait quand même 20 ans qu'il y a des grandes enquêtes sur le travail, qu'on a remis le travail en question, qu'on a donné la parole, il y a eu des démarches qualitatives. Donc effectivement, quand on parle des sciences du travail, de démarches qualitatives, de paroles données aux salariés, c'est quelque chose, c'est un objet carrément exotique pour certaines entreprises, parce qu'elle résonne en statistique, parce qu'elle résonne en outils, et que ça demande du temps. Et effectivement, aujourd'hui, donc ça demande du temps et des compétences, mais effectivement, il y a une opportunité
pour parler du travail, mais il y en a depuis, depuis longtemps, avec toutes les problématiques qu'on a pu voir émerger en santé au travail, sur les problématiques de burn-out, de bore-out, de tous ces concepts-là qui parlent beaucoup, j'imagine, à des représentants du personnel. Oui, il faut en profiter, mais c'est surtout qu'il faut créer des dispositifs d'accompagnement et de suivi sur ces aspects du travail. Et ça pour l'instant, c'est à inventer. Entendu. Ok, merci Valérie. Thomas, tu as parlé des biais, enfin le côté réducteur quand on parle de performance, la recherche de performance économique. Est-ce que la performance économique, là, c'est notamment dans le cadre des APC, elle doit se réduire, elle peut se réduire à la réduction du coût du travail? Parce que c'est un gros biais. La réponse, elle est évidemment non. Quand on parle de performance économique ou de compétitivité, c'est beaucoup plus large que seulement la compétitivité prix. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va réduire la masse salariale et donc le coût global des produits qu'on vend qu'on va vendre plus. C'est-à-dire qu'il y a des produits effectivement qui sont sensibles au prix, mais il y a des produits qui sont pas sensibles au prix. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui se vend pas, vous baissez le prix, c'est pas pour ça qu'il va se vendre. Donc, dans la performance économique ou dans la compétitivité de l'entreprise, il n'y a pas que le coût du travail. On voit bien que ce soit le PSE, la PC, la RCC ou la PLD, l'élément essentiel de chacun de ces dispositifs, c'est quand même les salariés et la masse salariale qui va avec. Le PSE, on en élève des salariés. L'accord de performance collective, on va également faire la même chose. Les RCC, ça peut être aussi, c'est des ruptures de contrat de travail, donc c'est fait aussi pour réduire l'effectif et la masse salariale. Et la PLD, donc on garde les salariés, mais on réduit les salaires. Enfin, on réduit les salaires. Les salaires sont payés par l'État. Donc, en fait, dans tous ces dispositifs, l'élément essentiel, c'est quand même la baisse de la masse salariale. Et puis, bon, il y a d'autres éléments. Et il y en a un, notamment, généralement, donc on oublie aussi que pour la pérennité d'une entreprise, il nous faut un modèle économique, il nous faut des orientations stratégiques claires, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est la base de la compétitivité. C'est déjà de savoir où on veut aller. Et puis après, comment on met en œuvre, c'est pas simplement réduire les coûts. Et puis, il y a évidemment, il y a des investissements, les investissements en R&D ou dans le marketing ou dans le design, et les investissements dans les machines pour être plus productifs. Donc tout ça, ça compte aussi. Donc c'est multidimensionnel. Et puis il y a la question de la formation. Et donc la formation, c'est un thème de la négociation de la PLD. Et je pense qu'il faut avoir en tête que la formation, c'est un élément essentiel à la fois de la compétitivité ou de la performance économique des entreprises, mais c'est un élément essentiel aussi de l'employabilité des salariés. C'est-à-dire que pour avoir un ordre d'idée, il y a des statistiques qui sont extrêmement claires, qui montrent que quand on a un salaire supérieur à 2 000 €, il n'y a pas de chômage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que, il suffit que je demande un salaire de plus de 2 000 € puis il y aurait du boulot. Ça veut dire que si moi, j'ai des compétences pour avoir un travail qui est rémunéré à plus de 2 000 €, alors je ne serai jamais au chômage ou quasiment pas. Et en dessous de 2 000 €, ça ne veut pas dire qu'on est au chômage, mais ça veut dire que c'est très aléatoire suivant les activités, suivant les postes, suivant les métiers et les bassins d'emploi. Donc, la formation, l'acquisition de compétences, elle est primordiale, non seulement pour pas être au chômage et pour avoir un salaire plus élevé, donc c'est pour un confort de vie, et ça, on n'a pas souvent en fait cette conscience de l'importance de la formation. Et puis, par ailleurs, la formation, ça permet aussi, avec une acquisition de compétences, ça veut dire que si on arrive avec nos compétences à apporter quelque chose à l'entreprise, ça veut dire qu'on va rendre l'entreprise aussi plus riche, donc globalement plus robuste et résistante et pérenne. Donc, il faut pas oublier, dans la PLD, il y a la question de la formation, de la négociation de ce thème de la formation. Donc, il faut vraiment pas l'oublier. Et puis surtout que on va avoir donc pour les salariés. Alors, je sais même pas, c'est pas précisé, je crois, dans le projet de décret.
qui bénéficiera de cette formation? Est-ce que ce sont seulement les salariés qui sont en activité partielle ou est-ce que c'est tout le monde? Ça, je sais pas. Et puis, non, mais ça veut dire que Yann, peut-être tu c'est écrit dans le projet. Non, c'est pas écrit. Et bon, pour l'instant, hein, on parle d'un dispositif avec un projet de décret qui est en lui-même assez lacunaire. Ouais, donc, ouais, vraiment. Ouais. Et donc, tout à l'heure, Valérie parlait de collectif éclaté ou de distance du salarié à l'entreprise quand il est en activité partielle. Bah, la formation pendant cette activité partielle peut être un élément déjà de lien fort avec l'entreprise, mais là on a du temps pour se former et c'est important dans cette période où le chômage va augmenter probablement fortement, justement de prendre le temps de se former pour sa propre employabilité et accessoirement pour son entreprise. Donc, il faut vraiment pas négliger la formation. Elle est extrêmement importante pour son projet de vie en général et son confort. Hein. Oui, parce qu'à défaut parce que je pense que personne n'y croit vraiment à les engagements des directions sur le maintien de l'emploi sur des durées à durée déterminée, etc. C'est quand même très aléatoire, l'engagement sur l'emploi. Et donc, par contre, l'engagement à garantir les conditions d'employabilité, ça, c'est vraiment une clé de négociation sur lesquelles les élus peuvent peser. Ce sera d'autant plus facile de négocier sur la formation que la prise en charge de l'État est extrêmement forte, comme pour l'activité partielle. Donc, ce sera des budgets, à mon avis, qui seront faciles enfin, c'est pas à mon avis, ils seront faciles à négocier. Et surtout, il faut pas les oublier, il faut mettre le paquet sur la formation, quoi. Oui, et puis après, il y a aussi le DIF qui vient bientôt à échéance à la fin de l'année, donc il faut utiliser ces budgets-là. Et puis il y a la PC qui peut être mobilisée aussi pour pas la PC, mais le CPF. Le CPF. Personnel de formation. Excusez-moi, mais ça reste vraiment quelque chose à porter parce qu'on a bien vu que même sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, lorsqu'elle est obligatoire, nous on intervient dans des grands groupes qui peinent à négocier et à mettre en œuvre une vraie GPEC qui doit permettre aussi de maintenir l'employabilité. Donc même quand il y a des dispositifs qui existent, il faut quand même toujours revenir à la charge sur ces questions-là. Là, il y a l'opportunité parce que effectivement, quand ça coûte rien à l'entreprise, elle est plus sujette à accepter ces éléments-là. Et puis, c'est aussi d'éviter le risque de précariser et de flexibiliser le travail et la situation de travail des salariés. C'est le vrai risque avec la PLD d'avoir des salariés complètement précarisés finalement en étant dans l'emploi avec des flexibilités et des variations de taux d'activité qui pourront varier et rendre difficile de penser à côté ou un avenir ou des perspectives. Oui. Et avec une problématique, moi aussi, en germe possiblement, en fait, je parle sous ton contrôle, mais d'une perte de sens, voire même de reconnaissance de son travail, puisqu'une partie de ton travail, finalement, n'est plus assumée totalement par l'entreprise et doit être portée par l'État. Donc, si tu veux, bon, là, moi, ça peut être un risque à bien identifier pour essayer, effectivement, de travailler sur ce sujet-là. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, GPLC et effectivement la PLD, je pense que cette question de la formation professionnelle, nous, on voit les retours d'expérience, c'est que là où ça pêche bien souvent, c'est que quand on parle d'employabilité du salarié, d'accompagnement par la formation, voire éventuellement d'accompagnement dans la transformation, voire la mutation de son emploi, ça nécessite au préalable tout un effort effectivement de diagnostic. Et c'est bien souvent ce diagnostic qui n'est pas réalisé, c'est-à-dire en fait d'arriver à se projeter, à savoir quel est le relevé des compétences actuelles de telle ou telle catégorie de salariés, de se projeter effectivement en termes de stratégie pour voir effectivement l'évolution prévisible de mes métiers et d'essayer d'assurer en fait un lien continu entre les deux permettant une mobilité professionnelle qui soit adaptée. C'est véritablement cet effort et cette optique diagnostic qui bien souvent pêche. Alors dans le cas des APLD, on risque d'être un petit peu pris par le temps pour avoir ce travail véritablement de diagnostic. Voilà, et puis dans les questions, je vois qu'il y a une question sur le contenu des formations. Effectivement, c'est toujours la même chose, c'est que on voit les plans de formation dans les entreprises, alors pas dans les grandes entreprises, mais dans la plupart des entreprises, les plans de formation, on prend pas le temps de les faire, ils sont mal faits,
ils correspondent pas oui, c'est ça, hein, aux besoins de l'entreprise. Et puis il y a toujours aussi, quand je parlais tout à l'heure des compétences des salariés qui leur permet d'accéder à des emplois mieux rémunérés, on voit que les plans de formation dans les entreprises, quand on est cadre ou cadre dirigeant, on bénéficie de budgets de formation et de formation extrêmement chers. Et puis, quand on est plus bas dans l'échelle de classification, les formations, elles sont moins nombreuses, c'est moins d'heures, et puis elles sont beaucoup moins chères et elles apportent finalement pas beaucoup de qualifications. Elles sont pas professionnalisantes, comme vous dites dans les questions. Donc, c'est une véritable question. Hein. C'est un véritable objet de négociation. Il y a une question quand même plus précise là-dessus, sur le côté négocier des mesures de formation dans le cadre de la PLV, c'est une chose, une personne qui pose cette question, et que l'enjeu pour lui, c'est de négocier au-delà de l'accord l'accord à la PLV, un véritable co-investissement employeur-salarié sur la formation au-delà de l'accord. Avec l'amendement du CPF, aider cette personne-là met en avant la notion de formation professionnalisante. Mais bon, on ne va pas faire tout le débat là-dessus, mais au-delà de l'accord. Oui. Mais au-delà de l'accord, mais même il est prévu, en fait, c'est même une incitation forte dans le cadre des clauses facultatives de l'accord, de prévoir effectivement la mobilisation notamment du compte personnel de formation, d'avoir ce co-investissement, voire même ce triple investissement, parce qu'on peut avoir ce rapport tripartite entre l'État qui va pouvoir éventuellement financer une partie, alors dans le cadre de conventions FNE ou autre, on attend un petit peu plus de précision par rapport à ça, et à quelle hauteur, on nous annonce 80%, mais pour l'instant, il y a rien de figé. L'entreprise qui va aussi devoir éventuellement abonder, et puis le salarié qui investirait une partie ou une totalité de son compte personnel de formation, en sachant que on est sur un crédit renouvelable. Mais ça nécessite, si j'ai ce triple investissement, de bien réfléchir effectivement à la pertinence des actions de formation qui vont être mises en œuvre. Et non comme effectivement un certain cas de figure, que ce soit simplement un habillage juridique pour faire joli et se dire voilà, j'ai respecté mes obligations. Mais par ailleurs, cette question des plans de formation, ils sont normalement en information consultation au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Hein. Il y a une grosse part sur la formation. Et ce qui est très, très important de considérer, c'est qu'en fait, là, on parle d'outils juridiques divers à une période donnée, mais en fait, il y a un lien de toute façon au long cours entre ces différents dispositifs, entre une information consultation et un plan de formation, et éventuellement un accord ad hoc qui serait sur la PLD. On ne peut pas en fait concevoir ces différents outils sans des passerelles entre eux, sans une continuité. Effectivement, il y avait une question justement sur le rôle du CSE, donc peut-être ce serait intéressant là de voir comment on peut articuler négociation et consultation et moyens d'action des représentants du personnel. Garde la main, Valérie, garde la main là-dessus. On va enchaîner sur cette dernière séquence et justement dans quelle mesure il est possible de conjuguer un bon équilibre, une bonne intelligence entre la partie diagnostic, expertise et la partie accompagnement dans le cadre de négociation en tant qu'expert, et comment ça se joue avec des délais qui sont souvent contraints. Comment vous voyez un peu les choses, Valérie? Je vais pas prendre la place de Yann, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, quand il y a un accord qui est négocié, il ne donne plus lieu à consultation du CSE. Donc déjà, il y a un objet de négociation qui peut-être pourra donner lieu à un accord de méthode pour que les équipes de négociation puissent s'outiller, s'équiper pour faire ce travail de diagnostic, pour anticiper les risques, pour évaluer un peu tous les champs dont on vient de parler, la formation, les conditions de travail, les risques professionnels, le suivi, l'accompagnement. Donc ça, ce sera peut-être des données à mettre dans un accord de méthode pour s'entendre sur les thèmes et sur ce qu'on y met. Après, c'est comment justement le rôle du CSE, s'il n'est pas consulté, déjà, tu vas en parler, Yann, mais ça ne doit pas déroger au cadre légal. Le CSE, il a un pouvoir de consultation sur des items qui rentrent dans le cadre des objets de négociation de la PLD. Donc, je pense que comment le CSE peut demander à être consulté sur des sujets et surtout d'avoir un rôle prépondérant, voire consultatif, sur le suivi et les moyens d'accompagnement. Je ne sais pas si vous voulez, Yann ou Thomas, rebondir sur ces questions-là. Alors,
Ouais, savoir si on va avoir effectivement à côté de la négociation un rôle majeur du CSE, c'est une question extrêmement complexe. Et effectivement, la tendance elle est de venir dire, comme tu l'as rappelé Valérie, que dès l'instant où je vais avoir maintenant en fait une négociation d'entreprise qui débouche sur un accord, en fait le principe c'est que le CSE n'est plus informé ni consulté sur le projet d'accord et au final sur la signature de l'accord. Pour autant, en fait, alors cette question elle se pose. Alors pas pour le PSE. Le PSE, on a vu qu'il y avait quand même une information consultation sur le projet économique collectif. Les trois autres dispositifs qui vont être APC, APLD et puis la rupture conventionnelle collective, la question se pose. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on est en présence d'un accord collectif, mais en même temps, en fait, le CSE, donc 2312-8, il a en fait vocation à être informé et consulté sur tout ce qui va toucher à l'organisation, à la marge générale de l'entreprise. Donc, tout ce qui va être contexte d'organisation, de réorganisation, qui sont à la base, je dirais, le moteur de ces différents outils juridiques, il a vocation à être informé et consulté. Donc, on est en train de se poser la question, effectivement, on a un certain nombre à penser que sur la base de ce texte général, effectivement, il devrait y avoir une information consultation. Mais ça mériterait quand même d'être confirmé, notamment par les jurisprudences, puisque le législateur, lui, a tendance à considérer qu'on peut écarter le CSE dès l'instant où on a de la négociation d'entreprise sur ces sujets-là. Mais on ne peut pas vraiment imaginer qu'on réduise le temps de travail d'un certain nombre de salariés sans que ça remette en cause l'organisation actuelle de l'entreprise. Donc, non, ça je suis d'accord. Discuter quelque part, cette question de l'organisation du travail. C'est vrai, mais la question, elle est extrêmement complexe, puisque le législateur lui-même prévoit, et notamment dans le cadre de la PLD et même de la rupture conventionnelle collective, en fait, on renvoie à la négociation, finalement, l'information qui sera donnée au CSE. Donc, en fait, on redonne au négociateur, finalement, le pouvoir qu'il va conférer éventuellement au CSE, en contradiction avec le texte et ce qu'on n'a pas dit, c'est que la PLD, liée à la crise sanitaire, entrerait dans le nouveau délai de consultation dérogatoire qui a été produit par un décret du 2 mai, avec une consultation express, s'il y avait une consultation, de 18 du CSE, et autour avec expertise. Donc, on voit bien que si on commence à s'engager dans la négociation du dispositif et que les représentants du personnel ne veulent pas regarder passer les trains, l'accord de méthode me paraît un outil indispensable pour poser le temps et d'avoir des outils d'analyse conséquents. Et comme disait Thomas, si on réduit le temps de travail, si on modifie les mobilités, si on fait un marché, si on fait son marché entre les postes et font les métiers, ça peut générer une réorganisation. Donc, on peut considérer que c'est aussi un projet important avec des impacts potentiels sur les conditions de travail. Et là, on rentre dans un autre cadre légal qui permet au CSU de constituer au moins toute ce prisme-là, avec potentiellement un recours à l'expertise qui aujourd'hui est rentré en cofinancement. Et là aussi, ça se nécessite préalablement. Thomas ? Disons que les entreprises, elles vont arguer du fait que on peut pas attendre parce que l'activité elle est en baisse, donc il va falloir faire vite de toute façon. Donc peut-être que la question finalement de la consultation ou en tout cas de l'information ou de débat qui pourrait avoir lieu sur l'organisation du travail au sein du CSE, ça aura peut-être lieu finalement au fur et à mesure de la vie de l'accord. Quand on va avoir des variations d'activité, parce que de toute façon, il va bien falloir s'adapter. Donc, initialement, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de dialogue, mais probablement, dans certaines entreprises, ce dispositif va s'inscrire dans la durée. Ça peut être jusqu'à 24 mois, mais on voit qu'en Allemagne, ce dispositif d'activité partielle, c'est un dispositif pérenne, il existe tout le temps. Donc peut-être que finalement, le dialogue va arriver au fil du temps, et pas forcément initialement. Et on est sur des accords de 6 mois qui sont renouvelables, Yann ? Non, tu peux être. Alors, c'est l'autorisation en fait avec le financement des aides publiques qui est pour 6 mois renouvelables en fait dans la limite de 24 mois sur une période au total de 36 mois. Par contre, ton accord d'entreprise, lui, il peut être d'une durée plus longue. Il peut être par exemple sur une durée de 12 mois ou de 24 mois. Mais en sachant que ton accord ayant une durée plus longue, à chaque échéance de 6 mois, il va falloir refaire et retransmettre une demande
à la directe de financement des aides publiques sur la base d'un bilan qui aurait été fait sur les 6 mois précédents. Et donc là, tu peux avoir des corrélations entre la durée de l'aide publique et la durée de ton accord. Ouais. Petite information sur une question qui a été posée, c'est on parle d'APC de différents dispositifs et en attendant, une personne souligne que l'augmentation des licenciements abusifs individuels avec différentes raisons qui bypassent en fait tous ces dispositifs potentiellement à un certain nombre d'entreprises qui sont très à l'aise pour le faire. Ça dépend combien il y en a. Oui. Alors, personne n'est naïf devant ou derrière nos écrans, effectivement. Donc là, on est sur des dispositifs qui doivent permettre en fait de gérer une réorganisation collective, mais on n'est pas effectivement à l'abri qu'on ait des entreprises, et notamment dans des entreprises de plus petite taille, où on essaye effectivement de contourner les dispositifs, et notamment en fait tout ce qui va être procédure de licenciement économique collectif. Alors après, derrière, on a des moyens juridiques, mais a posteriori, pour essayer de sanctionner de tels comportements. Donc des sanctions qui peuvent aller, des sanctions civiles, voire jusqu'à la nullité des licenciements, ou des sanctions pénales éventuellement derrière. Mais effectivement, c'est pas satisfaisant parce que dans un premier temps, effectivement, le mal est fait. Entendu. Après, pour rebondir peut-être aussi sur une question, effectivement, là on parle de négociations avec des organisations syndicales, puisque j'ai vu une question. Alors effectivement, on est notamment sur la PLD, sur des dispositifs qui peuvent concerner toute entreprise, donc même effectivement celles qui ne sont pas dotées d'organisations syndicales, c'est-à-dire en clair, schématiquement, les entreprises de plus de 50. Donc là, on est sur des modes dérogatoires de négociation. Donc on peut négocier éventuellement d'accord de méthode, mais également tout ce qui va être APLD, rupture conventionnelle collective, ou APC, par des modes dérogatoires. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes, on va dire, schématiquement, moins de 11 ou de 11, ou jusqu'à 20 si vous n'avez pas de CSE, ça peut être effectivement document unilatéral transmis par l'employeur, ratification à la majorité des 2/3 du personnel. Voilà. Après, vous êtes entreprise de 11 à 50, sans représentant du personnel. Là, la négociation, elle est possible avec représentation du personnel, avec éventuellement donc des membres du CSE mandatés ou non. Donc, ça peut être aussi une négociation avec des salariés non représentants du personnel, mais mandatés par une organisation syndicale. Et pour les plus de 50, également, on a la possibilité de négocier suivant en fait un ordre de priorité avec des élus mandatés ou non mandatés, ou en troisième lieu, avec éventuellement des salariés effectivement non élus mandatés par une organisation syndicale. Donc on a ces modes dérogatoires effectivement pour permettre de négocier dans le cadre d'entreprises dépourvues d'OS. Mais avec... Excuse-moi, on avait vu ça à l'époque avec la négociation pour la réduction du temps de travail, avec un système dérogatoire et de mandatement dans les petites entreprises. Oui, mais là, en fait, on est rentré aussi dans un autre système où on a véritablement, en fait, fait la place pour que la négociation d'entreprise puisse avoir lieu. Alors, négociation d'entreprise, parfois entre guillemets, puisque dans les TPE, une ratification d'un projet soumis par l'employeur, la négociation, voilà. Chacun s'en fera l'idée qu'il en voudra. Entendu. Alors pour vous, c'est comment ces dispositifs dont vous avez fait état pendant cette heure-là, comment ils peuvent se conjuguer? Est-ce que on a vu des entreprises qui conjuguaient APC avec GPEC, d'autres qui conjuguaient APLD avec PSE? Enfin, comment ça peut chaîner? Toutes les configurations sont possibles? Alors, toutes les configurations ne sont pas possibles. Une des configurations qui ne semble pas possible, c'est que si vous mettez en place une rupture conventionnelle collective, par exemple, et que vous n'atteignez pas l'objectif finalement de l'organisation cible avec le nombre de départs volontaires souhaités, a priori, il ne serait pas possible de mettre en place un PSE derrière. C'est-à-dire que si j'avais prévu effectivement une trentaine de postes et que ma rupture conventionnelle collective, j'aboutis en fait à 20, de venir mettre en place un PSE pour les 10 postes qui restent, semble-t-il, mais ça mériterait d'être confirmé par la jurisprudence, serait interdit. Donc, en fait, là, on est véritablement sur deux dispositifs qui n'ont pas vocation, finalement, à se compléter l'un l'autre. Après, sur l'APLD, alors l'APLD, par rapport à un PSE, c'est une question de moment. C'est-à-dire que là, pour le coup, effectivement, l'APLD peut être mise en place dans un premier temps avec une obligation, effectivement, de maintien dans l'emploi, mais ça, il faudra effectivement faire très attention aussi à cette notion de maintien dans l'emploi, parce que nous dit-on, en fait, le maintien dans l'emploi, c'est une cause obligatoire de la PLD qui sera effectivement validée par l'administration.
mais en fait, elle peut être à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on vient de nous dire que le principe, c'est que je maintiens l'emploi dans toute l'entreprise ou dans tout l'établissement, sauf si mon accord prévoit finalement que ce maintien dans l'emploi ne concernerait qu'une partie de l'établissement ou de l'entreprise. Donc attention, parce que déjà en germe, on n'a pas forcément un maintien de l'emploi absolu. Hein. Et le maintien de l'emploi, il peut être aussi à durée déterminée, c'est-à-dire qu'il peut être pendant la durée effectivement de l'accord APLD, où il pourrait être éventuellement sur une durée plus longue, qui pourrait être le double finalement de la durée de la PLD. Enfin bon, on peut imaginer un certain nombre de durées de garantie de l'emploi, mais au final, de toute façon, il y aura toujours un terme. Et à la suite de ce terme-là, on n'est pas effectivement garanti que, au final, tous les efforts qui ont été faits seront récompensés par un maintien durable de l'emploi. Une fois qu'effectivement cette garantie se termine, la possibilité pour l'employeur et éventuellement, en cas de difficulté économique, de pouvoir mettre en place un PSE. Donc un APLD pourrait être suivi, le cas échéant, d'un PSE. Et concomitamment, on peut imaginer... Effectivement, la PC et PSE, la PC, on peut dans un premier temps faire un certain nombre d'efforts, effectivement, et au final être complété par un PSE. Là, il n'y a pas d'antinomie entre les deux dispositifs. Et à la limite, on peut aussi penser qu'il puisse y avoir une concomitance entre l'APLD et puis l'APC, c'est-à-dire qu'à la fois on a de l'activité partielle et en plus on réduit globalement le statut social des salariés. Donc là, ce ne serait pas gagnant-gagnant du tout. Hein. Il y a vraiment un risque. Non, mais il y aura, tout dépendra effectivement de la situation des entreprises et puis si ces négociations en tout cas sont menées de façon loyale, en tout cas sur l'information qui sera apportée aux négociateurs, mais il me semble que là, pour en revenir au rôle des CSE et puis des organisations syndicales, ce sera de voir aussi la charge de travail. Est-ce qu'il est bien calibré ce dispositif, et ça on le verra aussi au cours du temps. De toute façon, ce sera réévalué aussi au cours du temps de façon à pouvoir assurer l'activité. Et au-delà de la réévaluation, c'est vraiment un suivi dans des délais très courts. Il ne faut pas attendre des mois. C'est que la mise en route de l'accord, l'application, là, il faudrait aussi inventer une commission de suivi qui ne soit pas une commission ad hoc une fois par an ou 2 fois par an, mais une commission de suivi au sein du CSE pour éventuellement qu'il puisse agir dans son pouvoir consultatif. Comment on rapatrie? Il faut inventer de nouvelles dispositions, des nouvelles pratiques. Ouais, en sachant que le projet de décret sur la PLD prévoit au minimum en fait une information, notamment des organisations syndicales et du CSE tous les trimestres. Hein, donc effectivement, c'est un minimum, mais sur les premiers temps d'un accord qui aurait été négocié, je dirais, dans l'urgence, peut-être effectivement de convenir d'un suivi qui soit beaucoup plus pragmatique, mais aussi également plus efficace et avec une périodicité plus réduite, notamment en première partie de mise en place de l'accord, où on aura peut-être besoin de mettre en place des correctifs très très vite. Et des tableaux de bord, et tout cela en associant les représentants du personnel. Tout à fait. Entendu. Alors, comme disait Thomas, ouais. Alors voilà, c'est ce qui sous-tend un petit peu tous ces dispositifs et avec la primauté de la négociation d'entreprise, c'est effectivement la loyauté, la transparence des négociations. Voilà. Et le rapport de force qu'il y a. Maintenant, on voit effectivement certaines dérives à ce sujet-là, en sachant que les impacts peuvent ne pas être neutres par rapport à ça. Et ce que je voulais quand même aussi préciser pour conclure, c'est que tout cela arrive avec le passage généralisé au CSE, où nous, on a pu voir en tant qu'experts un renouvellement important des représentants du personnel. Tous n'ont même pas eu le temps de se former parce qu'il y a eu le confinement au mois de mars, donc ça peut être très compliqué. Donc effectivement, la formation, elle reprend aujourd'hui, même en ligne. Il faut que les représentants du personnel, les OS, elles se forment, elles se fassent accompagner par leurs syndicats, par leur organisme de formation, par leurs experts, pour anticiper. Nous, on voit déjà que les restructurations commencent déjà à tomber. Souvent, c'est les mauvaises nouvelles de l'été. Et au début, on avait dit on verra ça en septembre, alors que là, on commence à voir que ça commence à arriver massivement cet été. Hein. Alors, Valérie, tu parles de se former, c'est très bien, mais tu l'as aussi employé le terme, c'est aussi réinventer et aussi pas rester sur une feuille, inventer la feuille blanche et pas simplement ingurgiter quelque chose, une matière, mais peut-être
de donner les moyens d'être en action et pas simplement en réaction par rapport à ce que propose la direction. Se former, formez-vous. Mais comme tu disais, d'être en action, c'est-à-dire ne pas hésiter aussi à remettre en cause, et c'est tout l'enjeu finalement, hein, d'une négociation loyale et transparente, remettre en cause finalement les données qui sont transmises, ou le bilan qui est fait, ou le diagnostic qui est fait d'une direction qui aura tendance de toute façon à être pour le moins pessimiste, voire catastrophique. Entendu. Un petit mot de conclusion à vous trois. Est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce que, respectivement, grâce à Impact, on va gagner, dans le cas des négociations, il y a moyen à gagner en termes un meilleur équilibre dans les charges de travail, une meilleure adéquation des charges de travail, et du côté des TPO, on peut gagner au-delà de l'efficacité et l'employabilité des gains à gagner en termes d'employabilité, des clauses de revoyure avec des indicateurs bien précis sur comment on va, les concessions qu'on a faites, comment on va s'y retrouver. Est-ce qu'on peut y croire à ça, à défaut de croire à l'emploi assuré? Juste pour dire qu'on est sur des dispositifs et des situations de plus en plus complexes, notamment nous aussi, nos domaines d'expertise, ils sont vastes, mais ils se spécialisent. On travaille en commun parce que effectivement, il faut mettre en relation la stratégie d'économie, les modes de gestion, de management et les conditions de travail. Tout ça, ça s'articule. Donc nous-mêmes, en tant qu'experts, on est ensemble pour apporter notre appui, notre aide aux représentants du personnel, qui eux-mêmes ont un rôle tellement de plus en plus étendu avec la réduction des droits et ces contraintes techniques et leur peu de moyens. Et souvent, eux-mêmes doivent articuler leur mandat et leur métier, leur fonction. C'est très compliqué. Donc effectivement, c'est prendre conseil, de contacter. Nous, on est toujours disponibles et nos confrères aussi. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de choses à inventer. Ça dépendra du dialogue social dans l'entreprise. Donc ça, c'est le point très important. On sait qu'en France, on n'est quand même pas très bon dans les négociations par rapport à l'histoire, pour le dire comme ça. Et il faut aussi ne pas attendre un projet de la direction et il faut le challenger, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot à la mode. Il faut ne pas hésiter à être en proposition de nouvelles dispositions. Et il faut que l'employeur il puisse aussi comprendre rapidement quel est son intérêt aussi à lui, d'avoir des partenaires sociaux, l'importance de négocier. Moi, je dirais que le rapport de force, ça se construit. C'est pas forcément facile, mais ça se construit plus ou moins rapidement, parfois dans le temps. Et puis, pour en revenir à ce dispositif d'APLD, contrairement à des licenciements, avant on n'avait qu'un pour faire face à une situation comme en ce moment. On n'avait qu'un dispositif il y a 10 ans, en 2008, c'était le PSE, ou quasiment que ça. Et là, moi, je trouve que ce dispositif d'activité réduite ou partielle, avec conserver le lien entre le salarié et l'entreprise, et puis conserver l'intégrité de l'entreprise, c'est extrêmement important. Donc ce dispositif, il me paraît quand même, il n'est pas novateur parce qu'il existait ailleurs, il existait avant sous une autre forme qui était pas utilisable, mais je pense que c'est quand même une grande chance de l'avoir. Avec le souci d'accompagner au maximum, d'anticiper la dégradation finalement du lien au travail, puisqu'on est quand même dans un mode dégradé qui sera tout l'enjeu, je dirais, des négociations et du suivi de ce qui pourrait être signé. Entendu. Écoutez, merci à tous les trois. Merci à Impact et à Equiteo d'avoir porté cette visio. Il y aura un compte-rendu qui va être publié sur Miroir. Il y a le replay l'ensemble des participants peuvent regarder le replay. Et il y aura un compte-rendu avec les coordonnées d'Impact et Equiteo publié sur Miroir Social. Merci à vous trois. Et merci à nos participants et participants de la salle pour vos questions, vos interactions. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.